Florebo, quocunque ferar. Vous connaissez la devise, cette maxime? Elle signifie « je fleurirai partout où je serai planté ». Vous savez, dans la tragédie grecque, les premiers textes de la culture occidentale, il y avait une règle lorsqu'on rencontre des gens, qu'on arrive sur un nouveau territoire. On devait répondre à 3 questions. De qui nous sommes l'enfant, d'où nous venons et où nous allons. Alors moi, comme beaucoup de Réunionnais, d'anciens talkers, Malasotte-la-Mer, et je suis parti apprendre l'anglais. Je suis la 3e génération d'agents de la bibliothèque de la Réunion. Et donc, j'étais pas prédestiné à ça, mais je suis parti au Canada, finalement pour me découvrir, apprendre l'anglais, mais me découvrir, apprendre de l'autre, recevoir ce que ce territoire avait à me donner, moi, la petite graine plantée à la Réunion. Et ben, je suis allé dans une autre terre aussi, voir comment je pouvais fleurir sur cette terre. Et j'ai beaucoup appris sur cette terre. Elle m'a donné l'opportunité de travailler au Parlement du Canada. Vous savez, c'est là où on élabore les lois sur la légalisation du cannabis, sur le bilinguisme, sur le multiculturalisme, le clonage, l'antiterrorisme. Et il y a une loi qui m'a profondément marqué. Elle s'appelait la loi pour graduellement civiliser les sauvages de ce pays. Alors, c'était le titre en 1867, c'est la loi sur les Indiens. Et ces sauvages ou ces Indiens, ils m'ont appris à faire des câlins aux arbres. J'ai aussi été galeriste, marchand d'art. Qu'est-ce que vous voyez sur cette toile qui est faite par David Garneau? En fait, il y a 2 peintures, c'est le même sujet, vous voyez bien que c'est pas exactement les mêmes dessins. Des fois, on voit le lapin, des fois, on voit le canard. On peut voir les deux. Alors, David Garneau n'a pas inventé ce dessin à proprement parler. Ce sont des dessins qui ont été inventés par des contemporains de Freud pour démontrer, en fait, que ce n'étaient pas les yeux qui voyaient, qui percevaient comme ça, par un beau hasard. C'était le cerveau, avec ces mots, ces images accumulées dans sa mémoire, qui déterminaient ce qu'on voyait chez l'autre. J'étais dans un bus à Montréal, et je voyais 2 touristes français qui me regardaient. Vous savez, à Montréal, il y a 120 langues qui sont parlées chaque jour. À l'époque, j'avais des cheveux. Ils se posaient pas la question de savoir si j'étais francophone ou pas. Du coup, ils parlaient assez ouvertement, et je voyais la dame et le mari. Alors, mais non, il est pakistanais peut-être, mexicain, colombien, marocain. Elle n'a pas dit créole. Bon. Du coup, quand on la rentre dans le pays, et je crois que nous écrivons tous à ce moment-là notre cahier du retour au pays natal, nous l'écrivons ensemble, on m'a donné les rênes de ce temple de la mémoire réunionnaise qui est la bibliothèque départementale. Et j'ai effectué des travaux. C'est un peu ces travaux que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Un des travaux que j'ai fait, c'est sur Ziskakan. Vous savez, Ziskakan, ils ont chanté dans Central Park, en créole, le Maloya. L'affiche que vous voyez, ou le projet de couverture de disque que vous voyez, a été faite par un ancien talker, Alain Séraphine. Ils incarnent pour moi les hiéroglyphes de notre civilisation créole et réunionnaise. Ils incarnent en fait aussi cette binarité, comme on l'a vu tout à l'heure, mais justement ce côté ternaire qui est propre au Maloya, on le sait aujourd'hui. Et plus on fouille, plus on se rend compte que des figures et des noms, justement, manquaient. Les mots, les images. Certaines figures locales ont été portraiturées. Vous avez devant vous 2 portraits. Le premier, sur la gauche, vous devez le connaître, Edmond Aigus. Il a inventé le processus, en tout cas il a diffusé le processus de fécondation manuelle de la vanille à l'image de la nature. Il a propagé dans le monde entier. On a pris du temps pour le reconnaître, mais on a la chance, et vous voyez que la devise dont je vous ai parlé tout à l'heure, reprenez la vanille d'ailleurs, et cette histoire de fleurir partout où on serait. Aigus, on le connaît. Peut-être que l'autre, vous le connaissez un petit peu moins, Lillet Geoffroy. Vous le connaissez de nom, Jean-Baptiste Lillet Geoffroy. Mais pourquoi? Lui aussi, il était un botaniste, reconnu en tant que tel, cartographe, grand scientifique, qui correspondait avec Londres, Paris. Il est également l'oncle de Louis Timagenoite. Sur le boulevard sud de Saint-Denis, il y a un roman tout entier qui est imprimé, dessiné par une peintre en lettres, Stéphanie Lebon, tout au long du boulevard. Les 100 et quelques pages vous sont rendues. Pourquoi elles vous sont rendues? J'ai pas de photo de Louis Timagenoite à vous montrer. Pourtant, c'est un homme exceptionnel. On ne connaissait pas ce roman il y a encore 30 ans. Or, c'est le premier roman réunionnais. Le premier. Et plus on suit notre histoire, plus on se rend compte
de certaines figures et de textes de ce type qui ont pu être oubliés. Et vous savez, souvent on pense que c'est Roland Garros, le Réunionnais, qui a marqué le plus le monde. Alors, je vous dis non. Un des Réunionnais, une des figures réunionnaises qui a le plus marqué la planète et qui demeure encore très marquant, c'est Ambroise Vollard. Ambroise Vollard, Picasso, disait de lui, de son temps, que même la plus belle femme de Paris n'aura pas eu autant son portrait peint de son vivant. Il y a plus de 100 portraits d'Ambroise Vollard. Et attention, pas que par Picasso, également par Cézanne, par Renoir, par Gauguin, par Degas, par Monet. Bref, une litanie d'artistes, d'impressionnistes souvent, qui ont été découverts par un autre de ces génies. Et un jour, il était aux États-Unis, où il publia d'abord ce livre, qui a été traduit dans des dizaines et dizaines de langues, qui est un des fondements de l'histoire de l'art dans la planète, et chaque faculté d'université au monde connaît ce livre, ce titre, et également cette œuvre. Et donc, Vollard répondait à des journalistes, mais comment vous avez fait, monsieur Vollard, pour découvrir Cézanne, pour avoir confiance en ces peintres dont personne ne voulait les images. Vous savez, Van Gogh n'était pas du tout apprécié de son vivant. Et il répondait, et c'est pour ça que les gens ont retenu, je suis né dans une île merveilleuse, où la lumière resplendit tous les jours, où les couleurs sont chatoyantes, et où l'éveil des sens est permis plus que nulle part ailleurs, peut-être. Alors, il m'avait paru important de vous restituer une autre grande figure. Vous voyez son portrait, lui aussi, il n'était pas par beaucoup d'hommes. On disait de lui que sa poésie, au-delà de l'art pour l'art, qui est le fameux slogan de Lecomte de Lille et de ses acolytes, qu'il incarnait l'équilibre entre la pureté grecque et la beauté indienne. Le frontispice d'un livre que je vous présente ici résume en fait cette maxime, puisqu'on voit bien les deux civilisations qui se côtoient et cet équilibre qui apparaît clairement. Mais au-delà de ces textes que nous connaissons, il a beaucoup traduit les Grecs, il était reconnu par ses pairs. Victor Hugo disait de lui que c'est le meilleur des poètes. Baudelaire, Verlaine, Mallarmé se sont inspirés de lui, le caractérisent ainsi. Vous savez, Barthélemy a donné pas un, pas deux, pas trois, mais 5 académiciens à la France. L'Académie française est quand même la marraine de la langue et de la culture française. La Réunion est le seul territoire qui en a donné autant. Le comte de Lille étant, avec Parny, étant les deux les plus célèbres de cette académie. Karpanamarimoutou, vous avez déjà parlé, en tant que talker, il y a quelques années, de Parny et de Vollard. Il manquait peut-être le comte de Lille. Et il m'a paru assez important donc de vous partager ce monument de la littérature, parce que vous avez tous vu des noms de rues, des noms d'espaces, de lieux qui portent son nom, mais vous ne saviez pas pourquoi. Et le dernier élément sur lequel je crois il a eu le plus d'influence dans la littérature du monde, du moins en Occident, c'est qu'il ouvre son premier recueil de poésie par une préface qui a marqué l'histoire de la littérature, qui invite à changer le regard que l'on porte sur le monde, et il ouvre par 7 poèmes hindous, son recueil des poèmes antiques. C'est-à-dire que personne avant lui, en 1852, n'avait réellement imprimé de poésie inspirée de la mythologie indienne. C'est pourquoi le comte de Lille a une importance capitale et incarne, comme le dit Prosper Ève, ce que la périphérie a apporté au centre, ce que le sud a apporté au nord. Il y a un autre document qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Nos travaux sur la bande dessinée nous ont permis de découvrir que nous avions une des bandes dessinées les plus anciennes du monde. Alors, aujourd'hui, la bande dessinée, c'est 40% des emprunts en bibliothèque. C'est 25% de l'économie du livre, du marché du livre. Donc, c'est dire à quel point ce territoire, intellectuellement, mais aussi physiquement, techniquement parlant, a su innover dès son plus jeune âge, parce qu'il est jeune. Mais dès 1848, vous avez une bande dessinée à La Réunion. Ces figures, ces noms, qui finalement sont notre mémoire, ils nous aident à bâtir les lendemains, à nous comprendre, à nous connaître, à nous reconnaître, mais aussi
à savoir où se positionner ou comment se positionner. La mémoire est un vrai GPS pour nous situer dans l'avenir, pour nous reconnaître ensemble. Et elle est utilisée encore aujourd'hui, comme les arts en général, comme le cinéma, pour promouvoir ce que nous sommes. Lisez les bandes dessinées. Apollo et TM vient de sortir une bande dessinée sur Albus. Gaël Bellem vient de sortir un roman qui a été nominé au prix Renaudot sur Edmond Albus, qui s'appelle Le fruit le plus rare du monde, ou La vie d'Edmond Albus. Vincent Fontano va aller au César avec un film sur une musique de Jacques Marron. Donc, lisez, allez au musée, allez au cinéma. Et si vous ne savez pas, venez en bibliothèque. Nous partagerons notre mémoire et ce goût d'être ensemble, ce goût de la vie.